Et je pense que je suis un meilleur créateur que manager. La vie d'entrepreneur, c'est plutôt 20 heures par jour qui 8. Faire autrement, avoir un impact, c'est les côtés transformants. Ouais, Il faut vraiment qu'il concret. y ait une différence entre les personnes qui viennent nous voir et les personnes qui nous quittent avec le toge et les diplômes sous le bras. Gagner beaucoup en compétences, beaucoup en confiance et qui ont envie de changer le monde. To go after it. Le problème avec l'IA, c'est que ça améliore les personnes, c'est très riche. Comment on fait pour qu'ils utilisent ça à bon escient, pour être plus puissants dans leur apprentissage? C'est un peu comme les calculettes, quand c'est sorti, tous les profs de maths ont crié c'est la fin des calculs, et finalement non, et puis la même chose quand Excel est arrivé. Et donc voilà, il faut savoir utiliser l'outil. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des leaders qui comprennent les technologies, ils sont prêts à l'utiliser de manière responsable pour avoir un impact positif. Bonjour Alon, vous êtes Bonjour. un acteur clé de l'éducation supérieure en France, actuellement directeur général et président du directoire de l'École des Ponts Business School. Alors vous avez un parcours assez impressionnant, il faut le dire, on va en parler, avec notamment des diplômes de l'Université de la Sorbonne, de l'International School of Management et un MBA en finance de l'École des Ponts. Professeur depuis 15 ans, vous avez consacré votre carrière à l'innovation et au développement des programmes académiques, notamment. En 2008, vous avez été reconnu pour votre excellence en enseignement en recevant le prix de l'ISM ISEG. Et sous votre direction, l'École des Ponts elle a mis en place des initiatives particulièrement novatrices, notamment dans le cadre de son MBA, où vous avez, entre autres, introduit des approches pédagogiques axées sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Votre engagement envers l'éducation ne se limite pas aux salles de classe. Loin de là, vous êtes aussi impliqué dans des partenariats stratégiques qui renforcent l'interaction entre le monde académique et le monde professionnel. Tout ça et bien plus va faire l'objet de notre discussion dans 20 sur 20. Et en tout cas, je dois dire que c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'être parmi nous, Alon. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, peut-être une première question pour commencer. On a un point commun, Alon, c'est que vous avez monté votre première entreprise à 16 ans. C'est un truc de fou, ça. Ben oui, ben, vous le savez ce que c'est, mais en fait, moi, j'étais éduqué avec des valeurs dans le sens où on ne donne pas plus que l'argent des poches. Et si on veut quelque chose, ben, il faut travailler pour l'avoir. Et moi, je voulais une voiture. D'accord. Et donc, avec un ami, on a monté un business de jardinage. Et vraiment, on toquait à la porte des bâtiments pour dire on peut faire du résidentiel, du jardinage, etc. Et on était jeunes, on était sympathiques et on a réussi à avoir des quartiers, après des arrondissements. Et finalement, il y a une très grande boîte de landscaping qui nous a rachetés. Et donc, on a Incroyable. fait 6 mois de travail, on a été rachetés. J'ai fait un exit avant 17 ans. Et avec ça, j'ai acheté un Innocenti. C'était l'équivalent des Mini Cooper, les Mini Ouais. Miners de l'époque. Et donc, voilà, j'étais les premiers à avoir une voiture à l'école. J'étais tout fier. Et Ah bah, voilà, je peux j'avais imaginer. déjà les bugs de l'entrepreneuriat. À partir de là, j'ai vu la magie de ce que ça peut faire. Quand on est piqué Ouais. par le virus, c'est difficile de s'en sortir, hein. Voilà, on s'en sort jamais. Mais bon, je crois que c'est plutôt une bonne maladie à avoir. Alors comment justement, Alain, cette expérience entrepreneuriale, vous direz qu'elle a influencé d'une manière ou d'une autre votre parcours plus tard, professionnel notamment, et votre vision de l'éducation? Ouais. Mais je pense que déjà, j'ai toujours été créatif et ça m'a un peu renforcé dans l'idée que la créativité plus le travail, on va dire, à la fois dur et intelligent, et ça paye. Et que quand on est prêt à prendre des risques, et même des risques limités, et ben, ça paye. Et donc, depuis, je pense que j'ai toujours été impliqué dans l'innovation. Soit j'ai très peu travaillé dans les entreprises. J'ai lancé plusieurs startups moi-même. J'ai lancé des entreprises pour les autres. Et partout où j'allais, c'était les parties création qui m'a vraiment passionné. Et je pense que je suis un meilleur créateur que manager. Et donc aujourd'hui, D'accord. je suis obligé de faire les deux. Mais je préfère toujours le côté innovant, innovation, inspiration, chercher à penser autrement les choses. Ça, c'est au cœur de votre parcours, on l'a dit, et puis on va continuer à en parler parce que c'est aussi au cœur de vos fonctions aujourd'hui. Rapidement, au-delà de l'entrepreneuriat, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas forcément, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être votre parcours professionnel, les moments clés de votre parcours qui vous ont mené à votre poste actuel?
Ça c'est une longue histoire, on n'a pas beaucoup de temps. Et parcours professionnel, je dirais que je suis venu en France sans parler français. Donc c'était un peu un pari fou et ça m'a bien plu. Donc, Paris m'a bien plu, la France m'a bien plu. Et donc j'ai gardé un peu d'accent pour faire genre, mais et je suis arrivé un peu plus âgé pour les études et j'ai travaillé pendant les études. Et je travaillais dans un boîte de conseil qui était sur tout ce qui est climat D'accord. et tout ce qui est et les journées sans voiture dans le monde et tout ce qui est, ça s'appelait Écoplan. Et donc c'était vraiment, les fondateurs étaient vraiment hyper avant-gardistes et visionnaires. Et il avait une voiture électrique depuis les années 80. Et donc, une vieille Honda. Ça devait être la première, sans doute. Oui, oui, je crois que c'est les premières à Paris et de loin. Et donc, du coup, j'avais ces goûts pour le conseil. Et après, j'ai enchaîné après le Sorbonne avec un MBA à l'École des Ponts. Et pareil, tous les autres, c'était un full-time MBA. Sauf que moi, je devais travailler pour payer les frais de scolarité, le loyer et la vie. Et donc, j'ai continué à travailler comme consultant. Mais j'avais envie de faire une start-up. Et donc, à la fin de MBA, et avec un ami, on a lancé notre start-up qui était dédiée au sport, loisirs. On voulait faire un énorme centre dédié au roller et aux murs d'escalade, des choses comme ça, Ah ouais. qui se transforment en boîte des nuits le soir couchant, le soleil couchant. Et donc, voilà, j'ai commencé avec ça. On a levé des fonds, on n'a pas réussi. C'était un échec cuisant. Sauf que à partir de là, on m'a proposé d'autres startups à rejoindre. Et donc, voilà, c'était tout un parcours de startup en startup, fonder des entreprises dans les distributions de vin pour une société américaine à Luxembourg, une agence digitale dédiée au marketing. On est passé de 5 clients à 200 clients en un an. Ah ouais. Et donc, c'était voilà, des histoires incroyables et surtout des expériences très riches. Et du coup, pareil, le goût pour l'entrepreneuriat était encore plus enraciné. Et c'est au même moment où j'ai commencé à enseigner un petit peu. On m'a dit, tiens, tu peux faire un cours de stratégie, tu peux faire un cours d'entrepreneuriat, tu peux faire un cours de marketing. À chaque fois, j'ai dit oui. Parce que les écoles venaient vous voir, du coup. Les écoles venaient me voir et puis même mon ancienne école, et donc l'école des Ponts et les business schools, est venue me voir pour dire est-ce que tu peux pas nous aider avec les business development, la création de nouveaux programmes, d'où le goût aussi pour tout ce qui est innovation d'ingénierie pédagogique. D'accord. Et voilà, tout s'est mélangé en même temps. Et donc, c'était toujours très intense. Comme vous le savez, les vies d'entrepreneur, c'est plutôt 20 heures par jour que 8. Ouais. Mais c'était très riche. Et faire autant de choses, mélanger entrepreneuriat, enseignement, création. Et voilà, on a de l'adrénaline tout le temps. Tout ça, ça vous a plu. Alors, c'est quoi votre philosophie personnelle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur? Vous m'avez parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat, de l'importance de la créativité aussi. Est-ce que ça, c'est au cœur de votre philosophie? Oui, ben, nous, on aime être pas comme les autres. On pourra en parler tout à l'heure, vraiment unique. Je pense qu'il y a assez de business schools sur la planète qui font plus ou moins la même chose. Donc, on ne veut pas juste être une des plus sur une longue liste. Donc, on essaie de faire les choses autrement déjà. Mais la philosophie, bon, c'est assez banal aujourd'hui, c'est côté learning mindset et learning to unlearn et cette approche-là et les test and learn et beaucoup d'anglicismes. Mais c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est dire pas tomber dans le banal Mm. et apporter quelque chose de différent, que ce soit le point de vue, l'approche. On fait beaucoup de choses, par exemple, on mélange des carrels avec des entreprises ou des projets, des créations d'entreprises en cours d'années. Et D'accord. donc, voilà, l'idée, c'est de ne pas être comme tout le monde. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se réinvente en permanence, Pas facile, hein? qui n'est pas facile, et pour moi, mais aussi pour l'équipe, Eh parce ouais. que, voilà, on est dans cette obligation de fuite en avant sur les créativités, l'originalité, et on se fait aussi copier quand ça marche bien. Donc, il faut aussi trouver les façons de se différencier par la suite, on va dire, ex post.
Même si on Ouais. était différents au départ, et voilà, alors, à l'arrivée, parfois, il faut continuer à creuser qu'est-ce qu'on peut faire autrement et voilà, comment on peut amener les participants et les apprenants plus loin. Et donc, voilà, les philosophies, c'est ça. C'est vraiment faire autrement, avoir un impact. C'est les côtés transformants. Ouais. Il faut vraiment qu'il Concret. y ait une différence entre les personnes qui viennent nous voir et les personnes qui nous quittent avec le toge et les diplômes sous le bras. Hmm. Et sinon, c'est voilà, c'est un échec cuisant. Le droit à l'erreur aussi. Ah oui, énormément. Ouais. En fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est l'école, tout d'abord comme un safe space où il n'y a pas d'enjeu à l'échec, Ouais. mais plus que ça, un brave space où on peut oser être soi-même. Et on a des cours avec des personnes incroyables côté coach et développement personnel. Et donc, c'est côté courageux de oser être authentique et donner des feedbacks authentiques et recevoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, ouais, je crois, qui sort de l'ordinaire. Il y a beaucoup de Kleenex, souvent, dans ces genres d'échanges, et parce que ça touche au vrai, mais c'est ça ouais, qui change un petit peu. Oui, du système éducatif français où Ouais. les émotions, vous parlez des Kleenex, Voilà, c'est très cartésien, on c'est sépare les clair. têtes du corps et nous, non, on laisse place aux émotions. Bon, vous parlez aussi régulièrement dans vos interviews que j'ai lues, regardez aussi d'une volonté, je vous cite, de transformation positive de vos diplômés. Ça veut dire quoi, ça? Mais en gros, dans nos programmes, on essaie de faire beaucoup, comme vous pouvez imaginer, sur la créativité. Donc, l'innovation et le croisement, innovation, nouvelles technologies, leadership et impact social. D'accord. Et donc, ce qu'on veut à la fin, ces transformations positives, c'est qu'il y a quelqu'un qui a gagné beaucoup en compétences, beaucoup en confiance et qui a envie de changer le monde. Et Mm. donc, c'est pareil, on be the change you want to see. C'est vraiment ça. On espère les inspirer sur le changement qu'ils veulent voir et leur donner la confiance pour to go after it, comme on dit en anglais. C'est très clair, c'est très clair. Alors, quels sont, selon vous, les plus grands défis auxquels l'enseignement supérieur est confronté aujourd'hui? Vous avez rapidement parlé de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est justement ces nouvelles technologies qui arrivent sur un marché qui n'y était peut-être pas assez préparé? Est-ce que c'est cette nouvelle génération qui a des attentes très différentes de la génération précédente? Bon, ça, c'est une question à 10 000 milliards. Et Et vous avez 4 heures, alors voilà. pour y répondre. Donc, mais non, c'est clair que le système éducatif est prêt à être disrupté. Donc, on sait que c'est un modèle créé, on va dire, aux États-Unis pour un monde industriel, d'usines. Et on veut les créer de bons soldats qui sauront travailler de 9h à 18h Mm. et ne feront pas grève trop souvent. Et donc aujourd'hui, il faut changer. On a essayé avec les MOOC qu'on a fait en ligne. Et donc, on sait qu'il y a aujourd'hui une appétence pour un mélange de deux. Voyager peut-être moins et être derrière son ordinateur en short et en sirotant un chocolat chaud chez soi. Et c'est bien agréable, mais ce n'est pas ce qui maximise l'apprentissage pour autant. Et nous, on est très orientés dans notre mission, c'est tout ce qui est technologie responsable. Mais aussi, on est très encouragé par le développement technologique qui peuvent aider et les gens apprennent mieux et là où ils sont. Et pour moi, l'IA, c'est un outil merveilleux. Et juste la semaine dernière, j'étais en train de travailler avec quelqu'un dans l'équipe et avec notre directeur de programme doctoral parce que je voulais créer un Virtual DBA Supervisor, donc un superviseur de thèse virtuel où l'élève a le contrôle. Il n'a plus besoin d'attendre 6 mois que son directeur de thèse réponde à ses mails. Ouais. Et non, il peut tout de suite soumettre son projet, avoir un feedback digne des meilleurs superviseurs sur la planète, faire toutes les corrections avant de soumettre. Et il sait que déjà, il a quasi un document parfait Ouais. et qui est prêt à être accepté. Donc, on va raccourcir le temps d'attente, les frustrations des élèves, que tout le monde se sent dépendant des superviseurs. Je perds du temps à temps. Et là, c'est grâce à la technologie. De l'autre côté, je vois aussi, même moi, je fais un study trip à la Silicon Valley tous les ans. Et les dernières fois, j'ai demandé à tout le monde, qu'est-ce que vous avez appris de plus que vous a surpris lors de ces voyages, Ouais. justement pour éviter
Mais j'ai eu quelques réponses, deux sur le lot, qui étaient lors d'un voyage d'immersion, nous pouvons apprendre. Et puis, c'était clair que c'était écrit par ChatGPT et pas par les personnes en question. Donc, D'accord. toujours le problème avec l'IA, c'est quand ça améliore les personnes, c'est très riche. Quand ça remplace la réflexion, en fait, les études montrent très clairement les personnes à habilité moyenne performent mieux, mais ils apprennent rien. Et donc, pour C'est nous, dangereux, ça, hein. éducateurs, c'est comment on fait pour qu'ils utilisent ça à bon escient, pour être plus puissants dans leur apprentissage et plus aidés, et donc Ouais. moins intelligentes à la sortie. C'est quoi les dangers de tout ça, ou alors les implications, si c'est pas des dangers, dans le monde professionnel, quand ces jeunes-là qui utilisent l'intelligence artificielle, parfois à bon escient, parfois pas, quand ils arrivent avec leur premier job, qu'est-ce que ça implique selon vous? Euh, Danger et avantage, une fois de plus, si la personne sait l'utiliser pour optimiser, maximiser sa performance et pas pour remplacer sa réflexion, ça va très bien. Et l'entreprise en bénéficie et les personnes qui utilisent l'IA générative. Et par contre, quand c'est pour juste performer mieux et réfléchir moins, et à mon avis, tout le monde est perdant, et l'entreprise, l'employeur et l'employé, parce qu'on n'apprend pas grand-chose. Et puis, ouais, autant être remplacé dans IA dans ces cas-là. Ça veut dire donc un besoin essentiel de formation, que ce soit dans l'enseignement supérieur comme dans les entreprises, formation qu'il n'y a pas forcément ou pas assez? Oui, ben, on peut toujours dire que c'est un peu comme les calculettes. Quand c'est sorti, tous C'est les vrai. profs de maths ont crié c'est la fin des calculs, et finalement, non. Et puis la même chose quand Excel est arrivé. Et donc voilà, il faut savoir utiliser l'outil et pas le voir comme les prochaines menaces. Voilà. Ça fait partie, l'intelligence artificielle, d'un des changements les plus importants selon vous dans le contexte professionnel aussi. Est-ce que j'imagine qu'il y a des enjeux de développement durable, de responsabilité sociale, de diversité, Ouais. d'inclusion aussi qui viennent un peu bouleverser vos programmes et la manière d'enseigner? Ouais. Ben, c'est un outil formidable pour résoudre des problèmes complexes, et les climats, les transitions écologiques, les nouvelles énergies, etc. Tout ça, c'est des problèmes complexes. Donc, il a sa place. Mais au-delà de l'IA, aujourd'hui, il y a une convergence incroyable des nouvelles technologies, que ce soit la robotique qui est très liée, Oui. et tout ce qui est blockchain, même si c'était un peu chahuté dernièrement, mais son utilité est énorme. Et tout ce qui est smart cities, tout ce qui est fashion durable ou slow fashion versus fast fashion, et tout ce qui est omique, donc tout ce qui est dans les recherches des molécules, les recherches génétiques, les trucs comme ça. Et cette convergence fait que il faut vraiment avoir un état d'esprit associatif qui fait une connexion entre les lignes et les points, parce qu'aujourd'hui, on peut faire des choses incroyables, mais il faut faire pluridisciplinaire Mm. et avec une diversité cognitive très importante, donc sur des équipes riches, mixtes, d'origines différentes. Et c'est ça aussi qui est génial. Mais c'est un défi parce qu'on n'est pas habitué à travailler comme ça, ni à Effectivement. réfléchir comme ça. Effectivement, mais peut-être Ouais. que vous initiez aussi d'une manière ou d'une autre un changement dans l'éducation française pour les plus petits qui ensuite viendront chez vous. Alors, ça me fait réfléchir aux compétences aussi essentielles que les étudiants aujourd'hui doivent avoir pour réussir dans le monde professionnel actuel. C'est peut-être pas forcément des compétences techniques, savoir compter, savoir lire, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que vous travaillez au sein de votre école sur les soft skills, sur ce qu'on appelle les compétences douces, l'empathie, le travail de groupe, la créativité? Ça, c'est presque plus important aujourd'hui que des compétences plus Ben, techniques. il y a un nom de programme que nous avons qui va tout dire, ça s'appelle Lead Tech. Donc, c'est le nom de notre Executive MBA. En fait, en 2018, avec mon adjoint Saman, on a dit tabula rasa. Si on avait une feuille blanche aujourd'hui, ce sera quoi le MBA incroyable qu'on pourrait designer from scratch. Et donc, on a créé ce programme Lead Tech qui mélange les leadership et les technologies responsables D'accord. avec les parties lead pour leadership. C'est un raccourci pour tout ce qui est soft skills.
Ok. En fait, on a dit tout ce qui est compétences MBA habituelles, et comptabilité, finance, même marketing, tout ça, il y a un MOOC pour ça. Donc, on n'a pas besoin d'enseigner les hard skills de business et on les trouve enseignés par un prix Nobel de chez Yale, gratuit, en ligne sur Coursera en 2 minutes 30. Ouais. Mais tout ce qui est soft skills et tout ce qui est utilisation et compréhension des technologies avancées, ce que nous appelons les simplicity, c'est-à-dire apprendre les complexes et l'expliquer simplement. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et que les leaders qui ne connaissent pas les technologies, ben, c'est comme des aveugles. Et les techos qui n'ont pas des soft skills, ben, ils vont nous amener à des endroits un peu sombres. Et donc, on a dit, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des leaders qui comprennent les technologies, ils sont prêts à l'utiliser de manière responsable pour avoir un impact positif. Et donc, on a créé ça en 2019, juste avant le Covid. Aïe, aïe, aïe. Mais depuis, ça marche super bien. Ouais. Il y a un écho sur le marché où tout le monde dit, ben, bingo, c'est ça que j'ai cherché. Et voilà, c'est un peu la réponse à la question. Ce dont on a besoin, c'est énormément de soft skills. Ouais. C'est l'essentiel. On parle de storytelling. Moi-même, aujourd'hui, je suis en train de faire un cours à Harvard Kennedy School sur le public narrative, ce qui est storytelling, leadership and action. Parce que je comprends que même pour moi, dans mon rôle, c'est essentiel de faire le next level sur le storytelling. Mais on a beaucoup chez nous, storytelling, pitching a startup et tous ces trucs-là, parce que pouvoir s'exprimer clairement et même simplement, c'est une compétence clé partout. Et les gens qui savent présenter bien, ils vont très loin dans le milieu professionnel. Alors, on les met devant un micro. Et ceux qui ne sont pas à l'aise, ben, on les cache dans un bureau et ils font de l'Excel. Et donc, voilà, nous, on dit il faut que vous soyez vraiment in front of the room avec un message à raconter et avec la confiance que vous connaissez bien ce dont vous parlez. Et donc, c'est ça aussi, les transformations positives dont on a parlé. C'est cette capacité à passer des messages clairs, simplement, même sur des sujets complexes. Et alors, vous travaillez avec des entreprises, justement, aussi pour anticiper les besoins en compétences et pour les développer, ces compétences, auprès de vos élèves? Et oui, il y a énormément d'échanges avec sociétés industrielles et très connues en France, par exemple, mais aussi des sociétés de conseil qui sont souvent plus intéressants dans le sens où ils connaissent par cœur les problématiques des sociétés et ce qui empêche les DG à dormir les dimanches soirs. Ouais. Et donc, c'est sur ces questions-là, on fait beaucoup, par exemple, là, on travaille avec un fonds dédié à l'impact et qu'est-ce qu'on peut vraiment raconter sur les business models régénératifs et comment on peut vraiment définir qu'un business model est régénératif ou pas avec des KPIs, avec quelque chose on peut intégrer dans un reporting à des investisseurs pour qu'ils disent « OK, c'est pas juste feel good, c'est du sérieux ». Et donc, on travaille sur ces choses-là. On a un chaire UNESCO dédié à ce qu'on appelle la littératie des futurs et qui est sur le sujet de la fusion entre la valeur et les valeurs. Donc, la finance qui va avoir un impact positif. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le travail qu'on fait avec les entreprises sur cet esprit. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que, on sait que les finances, c'est un peu le queue qui remoue le chien. Ouais. Et comment on fait pour que voilà, ça remue dans le bon sens? Alors, on l'a dit, Alon, vous avez un parcours assez surprenant et impressionnant, notamment dans l'entrepreneuriat, où, on le rappelle, vous êtes lancé à 16 ans seulement. Justement, quelle place, vous nous en parlez de manière granulaire depuis tout à l'heure, mais je voudrais qu'on fasse un petit focus justement sur la place de l'entrepreneuriat dans vos programmes, dans votre vision de l'éducation aussi. Les étudiants, de ce que je comprends, sont amenés à un moment ou à un autre de leur passage à l'école des ponts à créer leur entreprise, c'est ça? Mais en fait, il y a, sur la LeadTech, par exemple, l'Executive MBA, et il y a 3 challenges d'innovation. D'accord. Et le premier, c'est un défi de concevoir, pas forcément de lancer, mais concevoir une start-up qui est très orientée à impact social. Et un deuxième qui pourrait aller plus loin. Et le troisième challenge d'innovation qui arrive à la fin du parcours, c'est les dernières semaines, qui est dédié à créer les startups que l'apprenant a envie de lancer. D'accord. Pour beaucoup, et c'est pour ça qu'on parle des transformations positives, ils sont tellement accros à l'impact social qu'il y a beaucoup d'impact social dans les startups,
Mais ça, c'est les vrais projets ou avec un go-to-market qui est très réaliste. Et certains se lancent pour de vrai après, certains non. Et D'accord. certains, il y a beaucoup de gens qui sont promus en cours de route de leur MBA, donc ils ont envie de confirmer d'abord les promotions. Mais il y a beaucoup d'appétence pour Ouais. l'entrepreneuriat. Certains passent la frontière, on va dire, et font le grand saut, et d'autres non. Mais il y a de plus en plus. C'est ça qui est agréable, c'est on voit avec les générations, je pense que les gens ont moins peur de C'est vrai. l'entrepreneuriat. Et donc, il y a une espèce de courage sociétal et une pression sociale positive qui dit, OK, vous n'êtes pas fou si vous lancez vous êtes juste courageux et résilient. Ouais, et puis peut-être que c'est une question de liberté aussi. Avant, c'est Mm. vrai que les générations précédentes, le Graal, c'était le CDI, c'était le poste avec 20 ans dans la même entreprise. Peut-être que là, la liberté de l'entrepreneuriat apporte autre chose de très différent, quel que soit Mm. notre âge. Et vous l'avez dit, peut-être que la société le voit plus, de manière plus positive, en Ouais. tout cas. Ben, tout à fait. Et pour aller dans ce sens, c'est un peu une autre frustration que j'ai eue. Comme on est les business schools d'une école d'ingénieurs, Mhm. et on est souvent à l'interface entre ces deux mondes, business, ingénierie, scientifique, technique, et recherche, action. Et j'ai une grande frustration de rencontrer des personnes brillantes qui ont des super idées, mais qui ont zéro confiance Ah en ouais, business et ni comment faire une startup. bien Donc, sûr. cette année, disons 2025, on lance un nouveau master qui s'appelle Tech for Good Entrepreneurship and Innovation et qui est dédié justement aux PhD, postdoc, scientifiques, chercheurs et toutes Ah ces ouais. personnes qui ont tout ce qui est French Tech, Deep Tech, etc., les personnes qui ont des bonnes idées mais qui manque peut-être un peu de confiance sur la partie business et Mm. comment faire une startup. Et donc, on a un peu mélangé les notions d'incubateur, accélérateur et MBA pour faire un master sur 12 mois où on finit un peu comme Y Combinator avec un démo day face aux investisseurs. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est pour toute cette population qui devrait innover et lancer des startups, ce qui s'est fait plus au UK et aux États-Unis. Tout à fait. C'est, j'ai fini mon PhD, je dis, OK, est-ce que je veux travailler dans un labo, créer ma startup? Et la moitié font startup. Ouais. En France, c'est est-ce que je veux être enseignant ou aller dans un labo? Et voilà, il n'y a pas startup dans l'équation. Donc, nous, Non. on veut ajouter le startup dans l'équation. Alors Alon, on a parlé d'entrepreneuriat aussi. Ça pose aussi la question assez intéressante qu'on aborde régulièrement dans le système éducatif français. Et je trouve de plus en plus quand on le compare notamment au système de Singapour, au système, vous venez d'en parler, américain, anglais aussi. C'est cet équilibre entre la pratique et la théorie. Dans l'enseignement, de plus en plus de jeunes demandent de la pratique. Vous le proposez pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs avec ces cours d'entrepreneuriat. Mais pour vous, elle est où il est où le bon équilibre, la bonne bascule? Ouais. Mais le curseur est difficile à placer si on est au niveau de l'enseignant national. Mais à un business school, c'est plus facile et le curseur est parti très loin vers les pratiques. Et c'est un peu ça, c'est tout ce qui est MOOC, tout ce qui est asynchrone, donc la possibilité d'apprendre pas en direct. Ouais. Et il n'y a plus besoin d'un prof devant la classe qui fait des cours magistraux. Et cette partie-là, on fait en classroom inversé, on peut apprendre ça à la maison. Et en fait, on fait les plus workshops, facilitation avec les participants, les apprenants. Et donc, ce qu'on fait en MBA, c'est plus facile à faire avec une population adulte Ouais. qu'avec les jeunes. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on va des super initiatives et où on laisse des enfants avec un iPad et on les laisse créer quelque chose et ils arrivent, que ce soit aux États-Unis, à Texas ou à fin fond de l'Inde, Mm. et la magie opère. Et donc, on voit que tout ce qui est problem-based learning, challenge-based learning, action learning, et voilà, c'est le plus efficace. Ouais. C'est ce qui Et marche le mieux. ça Ouais. marche le mieux et c'est des concepts qui sont ancrés à vie. Il n'y a rien à apprendre par cœur parce qu'on l'a fait, on l'a vécu. Mm. Et donc, ça, c'est génial. Et l'IA génératif et ChatGPT, par exemple, c'est un outil super pour ça. Ouais. J'ai deux enfants de 9 et 7 ans et on descend dans les trous
et des connaissances parce que ça vous amène à plein de choses. Et je suis leur curiosité. Et donc, c'est génial. On a un tuteur en live qui répond Ouais. avec les réponses. Et donc, ils ont ce sentiment de liberté d'explorer et de poser des questions folles, bêtes, sympas, surprenantes et de suivre. Et donc, je pense que c'est le futur. Et donc, mais sur la partie pratique, je pense qu'on y va De moins en très moins. rapidement. Non, sur la pratique, très rapidement, on va aller sur des projets et construction des robots avec Lego et Raspberry Pi en classe et l'école un peu plus avancée, que ce soit Montessori ou autre. Ouais. Et Parce, on voit que c'est les directions. parce que la théorie a vraiment de moins en moins de place, Ouais, ouais. effectivement, Et dans puis aussi, il tout faut ça. les technologies, on a moins besoin d'apprendre par cœur. Et en fait aussi, L'accès à l'information est complètement différent il y a encore tout quelques à fait. années. Oui, tout à fait. Et aussi, il y avait un mythe qui est ce qu'on appelle transferable skills, des compétences transférables, qui on voit que non, apprendre le latin, ça ne vous aide pas du tout dans votre travail des Mm. consultants face à un Excel. Et donc, pendant longtemps, on a dit non, si, ça améliore la plasticité cérébrale. Et on a dit non, ça améliore l'apprentissage de langue. Ouais. Mais pas, il n'y a pas de transfert. Et donc là, on a compris que les seuls transferts, c'est de faire et de savoir faire et d'apprendre aussi comment faire. C'est ça qui suit l'apprenant partout. Bien sûr. Alors justement, vous avez parlé de vos enfants. Quels conseils vous donneriez à un jeune, là, entre 15 et 18 ans, qui s'interroge sur son orientation? J'ai l'impression que vous vous êtes jamais vraiment interrogé sur votre orientation. Vous saviez que l'entrepreneuriat, c'était votre truc, quoi. Oui et non. Je pense que j'ai pris, par exemple, je suis allé étudier à la Sorbonne les sciences économiques. Et qui est étrangement en France, c'est une science, aux États-Unis, c'est un art libéral, mais bon, parenthèse fermée. Et parce que je me suis dit, je veux apprendre quelque chose qui me donne plein d'options par la Ok. suite. Ok. Et donc, tout ce qui est business, tout ce qui est finance, tout ce qui est sciences économiques et commerce au sens large, ouais, il y a beaucoup d'options. Donc, si on ne sait pas ce qu'on veut, et un business school, c'est une bonne base. Ouais. Et on peut faire plein de choses par la suite. Et même si on est piqué par les virus d'être spécialiste par la suite, on peut toujours retourner Mm. et après pour spécialiser. Mais c'est assez bien montré aujourd'hui de montrer que les généralistes ont des carrières plus intéressantes et mieux rémunérées que Ouais. les spécialistes. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas piqué par une passion, et n'hésitez pas à être généraliste et suivre un parcours qui laisse beaucoup de portes ouvertes. Mm. De Et liberté. vous trouverez par la suite les bonnes portes. Vous dites aussi à vos étudiants de ne pas tarder à développer leur réseau professionnel. C'est Mm. important aujourd'hui. Ah oui, ben, nous, ben, ça dépend des programmes. Pas dans les lead tech, mais aussi dans nos programmes doctoraux, les DBA, Ouais. Executive DBA. On parle beaucoup des MBA et des DBA comme un exercice de personal branding. Et qu'il faut créer D'accord. sa marque personnelle. Il faut que si quelqu'un vous cherche sur Google, et juste par les premiers résultats, on sait en quoi vous êtes expert. Et donc, on leur dit, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, il faut que vous fassiez l'exercice de style, Ouais. de développer votre marque personnelle et quelles sont vos valeurs et quels sont les articles ou les projets dans lesquels vous êtes impliqué. C'est pas On toujours devrait facile, voir. ça, hein? Et ce n'est pas toujours facile, Ouais. mais parfois, ça passe par les bénévolats sur certains sujets. D'autres fois, D'accord. c'est pour les doctorants, c'est avoir dans les titres. On connaît en France, les titres des thèses sont toujours un art. Et l'art de complexifier les simples ou le contraire. Mais je dis, voilà, c'est très simple. Si on cherche les sujets de l'article, on devait voir dans l'article, les titres de Ouais. l'article, votre expertise. Et donc, ça aussi, c'est du personal branding. Et donc, voilà, c'est plus américain dans l'esprit qu'européen, où la Ouais. modestie, parfois, est un bon prétexte pour ne pas parler de soi. Mm. Mais aujourd'hui, je pense que chacun devait avoir cette confiance de dire qui je suis, quelles sont mes valeurs, et dans quel projet je suis impliqué, dans quel projet j'aimerais être impliqué, Ouais. et que ce soit clair à une tierce quand on regarde votre parcours, qui vous êtes. Ça, c'est important. Alors, une fois sorti de l'école des ponts, quels sont
les métiers généralement que vos anciens élèves exercent au-delà de l'entrepreneuriat, on l'a compris. Qu'est-ce qu'ils font? Et ben, ça dépend. Si on reste au niveau des executive MBA, ben, c'est souvent, on parle des mouvements verticaux et mouvements horizontaux et Ouais, diagonaux. Donc, il y a beaucoup qui sont promus à des postes plus seniors et qui restent dans le même domaine. Donc, d'accord. je passe de marketing national à marketing global chez Nestlé, par exemple, pour citer un exemple récent. Et où on avait un exemple de quelqu'un qui était dans les audits et qui est passé sur le parti stratégique de la boîte d'audit après l'MBA. Donc, D'accord. expert en compta et en audit, mais avec l'MBA aussi en stratégie. Et donc, ça, c'était un mouvement qui est un peu diagonal, c'est vers le haut et vers un peu un autre métier. Et on a aussi des horizontales, des gens qui profitent pour changer de métier. Et j'étais en finance, et là, j'ai envie de voir ailleurs, et donc je passe dans le marketing. Et puis, les quatrièmes options, c'est l'entrepreneuriat. Je me lance dans autre chose. Ouais. Et ça, je dirais, c'est à peu près 25% les quatre options. D'accord. Entre Ah oui. promotion verticale et changement un peu en diagonale. L'horizontale, j'ai envie de changer de métier. Et où je change carrément des modes et je passe en mode entrepreneuriat. Alors c'est hyper intéressant parce que ça m'amène à vous poser une question qui est celle des projets futurs pour l'école des ponts Business School. Je sais pas, dans 5 à 10 ans, qu'est-ce que vous imaginez pour l'école, pour ces programmes, dans la manière d'enseigner, dans vous, votre rôle là-dedans si vous pouviez vous projeter, Ouais. qu'est-ce que vous imaginez? Ben, c'est une super question qui est demandée aussi par mon conseil d'administration. Mais nous, ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est on a créé, on va dire, 5 piliers sur lesquels marcher. Et on fait beaucoup de recherches, et surtout avec les financements européens. D'accord. Et sur l'économie circulaire, on a un centre dédié à l'économie circulaire, sur quelque chose sur lequel on croit beaucoup. Et donc, ça, c'est un pilier, c'est tout ce qui est recherche qui nous crédibilise aussi auprès des entreprises, auprès de nos élèves sur des sujets Bien sûr. et très importants pour la société. Donc, beaucoup de climat, transition écologique, économie circulaire et verdir les supply chains, Mm. des sujets qui sont à la fois très clés pour les sociétés et pour la société au sens large. D'accord. Et ça, c'est un pilier. On a le pilier de nos programmes académiques, donc les masters Tech for Good Entrepreneurship. J'espère qu'on aura d'ici là créé beaucoup d'entrepreneurs tech qui n'ont jamais imaginé qu'ils allaient se lancer et qui sont lancés avec beaucoup de réussite et brio. Et on a nos programmes et on a une filiale au Maroc. Et on a le meilleur MBA du Maroc depuis 20 ans, 25 ans, depuis 99. Ah oui. Et donc, on a envie de faire, et à partir du Maroc, faire un peu un hub africain et développer beaucoup de programmes à destination des continents et à partir du Maroc. Maroc est très intéressant parce que c'est un hub et aucun besoin de visa pour la plupart des C'est vrai. pays africains. C'est vrai. Donc, c'est très intéressant. On a une très bonne équipe sur place et un MBA qui est vraiment qui fait référence. Et donc ça aussi, j'espère qu'on va développer ce côté-là. On a depuis 99, on est en Chine. On a beaucoup de programmes avec beaucoup de réussite en Chine. On est à Shanghai, à Pékin. Aujourd'hui, on a un programme Executive DBA, et je pense parmi les meilleurs du monde. Et donc, je crois qu'il y a aussi à destination de Chine-Asie, on aimerait développer encore un peu plus notre activité. Et tout ce qui est executive education. Et là aussi, on cherche à être unique. Et on fait des conceptions des programmes. Et là, on fait pour une très grande société quelque chose sur le storytelling individuel et collectif. Sympa. Et voilà, pour des gens qui doivent mener l'innovation au sein du groupe. Ouais. Et donc, l'importance de storytelling pour faire les liens C'est et sûr. pour accrocher, pour créer ces dynamiques d'innovation. Et donc, on veut continuer à développer ça. On a quelques projets. Là, aujourd'hui, on développe notre Responsible Technology Center, RETEC. Et ça aussi, on veut être très, très connu avec ces centres d'excellence dédiés à des questions de société. Donc, on a un cluster Sustainable Fashion
avec des gens de Milan, Paris, Londres, Japon, Kenya et les Nations Unies et dedans. Et donc, pour repenser le fashion. Et on a un cluster aussi, IA et robotique, parce que voilà, on sait que ça va disrupter à peu près tout. Et ainsi de suite. Donc, on a 5 ou 6 pôles des pôles d'excellence et qu'on espère qu'ils vont non seulement être développés, mais aussi qu'ils font naître et l'executive education et des programmes académiques. Et donc, ça aussi, et qui soit lié aussi à la recherche. Donc, tout ça se mélange. Ça en fait du boulot pour les prochaines années. Oui, chaque chantier est bien lancé. Et je pense que voilà, on a à peu près les directions pour les 5 prochaines années. Et c'est en très bonne voie. Et ce qui est agréable à voir, on a une super équipe. Et en fait, ce qui est chouette, c'est nous, on travaille avec des participants du monde entier. Et par exemple, dans Executive DB à Paris, ils sont une trentaine et ça représente 22 pays. Et notre staff, on est une petite équipe et on représente pareil 7, 8, 9 pays différents et cultures différentes. Et donc, c'est chouette qu'on travaille dans un milieu comme ça, international. Très riche. Et puis aussi pour les apprenants, ils rencontrent des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Bien sûr. Et donc, on a parlé des parties réseautage, networking, etc., marque personnelle. Voilà, ça tout de suite, ça amène à d'autres rives. Et c'est un voyage international au sein de la classe. C'est génial. C'est chouette. Très, très chouette. Alors, comment, dans la continuité de ce qu'on dit sur l'enseignement de demain, l'enseignement du futur, le rôle des enseignants? Je comprends que chez vous, ils ne sont plus tellement des profs, ils sont plutôt des coachs. Ouais. C'est ça? Est-ce que pour vous, c'est ça l'avenir dans l'enseignement supérieur, des enseignants? Il faut dire, moi, je suis un adepte, je suis lauréat de l'École des Ponts. Ouais. L'École des Ponts a un modèle unique en France, peut-être dans le monde. C'est que la plupart des profs, entre guillemets, sont des experts, des intervenants externes qui sont professionnels, experts dans leur domaine, ils sont invités à donner un cours. Nous, c'est la même chose, on n'a pas de profs permanents. D'accord. On est peut-être 2 profs permanents, et c'est moi et mon adjoint, c'est à peu près tout. Mais le reste, on fait appel aux bons experts au bon moment pour les bons cours, modules, etc. Et la plupart des cours, entre guillemets, comme on a fait les côtés inverted classroom, où on apprend les techniques en ligne, en asynchrone, l'expérience dans les classes, c'est un workshop. C'est presque un playground et où on joue avec des choses, on teste des choses. Et puis, les gens, ils font des journées de dingue. Et ils finissent avec les bananes, un super sourire, parce que c'était juste une super journée, hyper dense. J'imagine pas qu'on aurait pu faire autant en si peu de temps. Et puis, donc, c'est ça, les magies, quand on n'est pas en mode facilitateur. Parce que donner 9 heures de cours, c'est plus sadique qu'autre chose. Ouais. Mais quand on fait 9 heures de jeu et créatif, et à la fin, en plus, on voit tout ce qu'on a fait en si peu de temps. Voilà, là, c'est et pour l'enseignant et pour les apprenants. Tout, hein. C'est une super expérience. Et donc, alors justement, si vous étiez demain, je ne sais pas, président de la République, ministre de l'enseignement supérieur, ce serait quoi votre première mesure? Et ça, c'est dur. Et je dirais que première chose, je dirais que c'est ChatGPT est encouragé dans la classe pour les enseignants et pour les apprenants. Et pour les profs, c'est incroyable comment ça peut aider. À part le fait qu'on peut créer un syllabus en 2 minutes, on peut faire justement comment je peux enseigner telle ou telle technique d'une manière ludique. Ouais. Merci ChatGPT, ouais. On a les réponses. Et on peut tout transformer en mode jeu, gamification à fond de l'éducation, avec l'aide de ChatGPT. Voilà mon programme. Je veux aujourd'hui enseigner ça. Comment je peux le rendre ludique? Et ChatGPT trouverait. Et c'est ça qui est génial. Ce n'est pas une pub pour ChatGPT pour autant. Les autres, Perplexity, Claude et Llama, ils sont aussi bien. Mais c'est ça qui est la magie des IA génératifs. Ça peut prendre des profs qui sont obligés de suivre un programme et libérer une créativité incroyable. Vous comprenez malgré tout que des écoles comme Sciences Po, par exemple, aient pu interdire ChatGPT dans leurs cours, dans leur établissement? Cette crainte-là, vous la comprenez de la part des établissements, dans certains établissements supérieurs? Je comprends, c'est des réflexes. Je pense
mauvaise, Ouais. mais c'est comme les ludites qui, à chaque nouvelle technologie, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Moi, je suis de nature optimiste et je veux dire que les outils peuvent être bien ou mauvais, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et qui est aussi interdire à ses élèves, et déjà, ça donne envie de les faire. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait qu'ils vont l'utiliser. Ouais. Donc, c'est un peu faire semblant, et y compris pour les enseignants, mais et aussi pour les élèves. Faire semblant qu'on n'utilise pas, et Bien sûr. c'est pas intéressant non plus. C'est justement cette absence d'authenticité et de transparence et d'avoir une discussion. Comment on peut l'utiliser? J'aurais imaginé Sciences Po une discussion plus avancée, dire, OK, il y a ce nouvel outil, comment on peut faire pour mettre en place une utilisation intelligente de cette technologie où on est tous d'accord sur son utilisation. Et si on dépasse, on comprend aussi les sanctions. Bien sûr. Mais il n'y a pas eu de débat. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, peut-être. Un petit peu. Ok. Bon, ce sera notre mot de la fin. Merci infiniment, Alan Rosen, d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans 20 sur 20. C'était un immense plaisir d'échanger avec vous. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur pour les années à venir. Puis, vous revenez de nous en parler justement pour voir si tous ces beaux projets ont été mis en place et comment ça roule. Au rendez-vous dans 5 ans. Merci Philippine, merci à l'Express Éducation. Merci à vous.